de glaner dans son champ. Alors, Guy va nous lire un poème de Victor Hugo sur Bose endormi. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'Asphodèle, le souffle de la nuit flottait sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit par moments quelque chose de bleu qui paraissait une aile. La respiration de Bose, qui dormait, se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant les lys sur leur sommet. Ruth songeait et Bose dormait. L'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure, tranquille, où les lions vont boire. Tout reposait dans Ur et dans Jérimadette. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre brillait à l'Occident, et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternalité avait, en s'en allant, négligemment jeté, cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Alors, c'est évidemment magique, comme souvent peut l'être Victor Hugo, et je vais un peu démonter cette magie-là. Maintenant que votre sensibilité s'est prêtée au jeu. Alors, si vous prenez le premier vers du dernier quatrain, tout reposait dans Ur et dans Jérimadette. Et vous voyez que ça rime avec brillait à l'Occident et Ruth se demandait. Alors, c'est une ville dont Victor Hugo a inventé le nom et qui, il faut comprendre, Jérimadette. L'automne ou la terre promise, l'hiver ou le déluge. Alors là, le Seigneur Poussin donne dans les gris avec Génie. Change de cancer. Vous êtes chanceux, c'est probablement ici les derniers endroits en Amérique du Nord où on emploie encore les vieilles diapos. Alors, on va revenir à nos saisons. On a fait le tour des 4 saisons de Nicolas Poussin. On va aller voir le thème du printemps. On va faire référence à Botticelli. On va voir le printemps comme une naissance à travers la naissance de Vénus. Il s'agit de Zéphyr et de la brise Aura qui occasionne la naissance des roses. Dans ces roses qui naissent avec la déesse, j'attire votre attention sur des roses en bouton. Des roses épanouies, 2 roses complètement ouvertes et une magnifique rose. On voit la déesse se faire apporter un manteau fleuri par une divinité qui s'appelle une heure du printemps. En fait, la donnée littéraire de ça vient d'un certain ange policien dont on parlera tout à l'heure.
Et Guy va nous lire, parlant de rose, un poème de Ronsard. Comme on voit sur la branche. Comme on voit sur la branche au mois de mai, la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs au point du jour la rose, la grâce dans sa feuille et l'amour se repose, embaumant les jardins et les arbres d'odeur, mais battue ou de pluie ou d'excessive ardeur, languissante elle meurt, feuille à feuille d'éclose. Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la parque t'a tué, et cendre tu reposes. Pour obsèque, reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort, ton corps ne soit que rose. On va aller voir un tableau qui s'appelle précisément Le Printemps. Le voici dans son ensemble. À droite de la composition, Zéphyr poursuit la nymphe Chloris. Et je me suis mêlé d'interpréter l'ensemble de ce tableau-là. Or, je me suis vraiment cassé la cervelle là-dessus, jusqu'à ce que j'apprenne que le tableau a été dicté par un poème d'Ange Policien. C'est un scholar de l'université de Baltimore qui a trouvé ça et qui a rendu, à son insu, complètement ridicule ma collection d'infinitifs. C'est échappé à l'hiver, germer, fleurir. Ça avait de l'allure, mon affaire, mais c'est pas ça quand même. Voici la déesse Flore, telle que représentée par une statue antique. La tête de Flore dans le tableau de Botticelli. Son visage vu d'un peu plus près. Les fleurs de son corsage. Le détail de ces fleurs, et on va les voir, Flore au printemps, chez les impatients. On a un premier tableau avec un jaillissement merveilleux de couleurs. Une autre œuvre. Et maintenant, Guy va nous lire un poème de Charles d'Orléans et nous allons passer du poème à une œuvre des impatients. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderie, de soleil luisant, clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau, quand son jargon le chante ou crie. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Rivières, fontaines et ruisseaux portent enivrés, jolis, gouttes d'argent, d'orfèvrerie, chacun s'habille de nouveau. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, s'est vêtu de broderie, de soleil luisant, clair et beau. Vous vous souvenez sans doute qu'au début de notre démarche, on avait insisté sur le caractère figé du fond doré invariable de la couleur de l'éternité. Je vais vous montrer comment, à travers deux œuvres de la même personne qui travaille dans l'atelier des impatients, on peut passer de deux moments ou de deux couleurs du temps d'une façon extraordinaire, et ça rapport le temps à laisser son manteau de froidure. La première œuvre